Bonjour et bienvenue dans cette émission dédiée aux perspectives et allocations d'actifs 2024. Après une année 2023 marquée par l'inflation, des taux élevés, une économie incertaine et des situations géopolitiques sous tension, l'année 2024 s'ouvre pleine d'incertitudes. Quelles sont les perspectives macroéconomiques? Est-ce qu'il y a des opportunités d'investissement? Pour répondre à cette question et vous apporter un décryptage, j'ai le plaisir d'inviter sur ce plateau Elena Jevons, directrice de l'offre chez Natixis Wealth Management. Bonjour Elena. Bonjour Aude. Et Benoît Peloil, directeur des investissements chez Natixis Wealth Management. Bonjour Benoît. Bonjour Aude. Pour vous donner quelques points de repère sur le déroulé de cette émission, notre table ronde durera une trentaine de minutes et sera découpée en 3 parties. Tout d'abord, nous allons aborder les principaux enjeux économiques de l'année 2024. Ensuite, nous verrons comment optimiser le couple action-obligation. Et enfin, nous regarderons si l'avenir va favoriser des investissements sur les actifs privés. Benoît, on commence avec toi. Quels sont les grands enjeux macroéconomiques de 2024 ? Alors l'enjeu principal pour 2024, c'est l'atterrissage de l'économie, et principalement l'atterrissage de l'économie américaine, qui est celle qui résiste le plus. Ça fait à peu près 2 ans où la principale problématique pour les marchés, c'était l'inflation. Et c'est vrai qu'en 2024, la principale problématique sera la croissance. Alors pourquoi ? Tout simplement puisque les banques centrales ont significativement resserré leur politique monétaire, c'est-à-dire qu'elles ont remonté les taux d'intérêt très largement, si bien qu'aujourd'hui, le niveau des taux d'intérêt est de nature à freiner l'activité et donc à peser sur la croissance. Alors pourquoi elles ont fait cela ? Elles ont fait cela tout simplement pour permettre à l'inflation de revenir sur son objectif de 2%. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, le principal moteur actuel de l'inflation, il ne peut pas disparaître naturellement, puisqu'il s'agit essentiellement de la dynamique d'évolution des salaires. Et donc, il implique nécessairement un freinage de l'économie pour permettre à l'inflation de revenir à son objectif. Et donc, par rapport à ce freinage de l'économie, quels sont les risques qui sont associés ? Alors, le principal risque, c'est effectivement de générer un freinage de l'économie qui s'avère plus important que ce qu'on ne souhaiterait. Quand on regarde ce qui se passe dans l'époque moderne, historiquement, il s'avère que la grande majorité des resserrements monétaires se sont traduits par des freinages substantiels de l'économie, voire même des passages en contraction de la croissance, ou des périodes de turbulence intenses sur les marchés, voire même parfois les deux. Or, cette fois-ci, compte tenu du choc inflationniste que nous avons traversé et de la réponse monétaire qui a été apportée, ça nous semble assez difficile d'éviter un freinage assez significatif de la croissance. Et donc, par rapport à cette situation-là, comment ça va se traduire en termes d'allocation d'actifs ? En termes d'allocation active, le message il est malgré tout plutôt encourageant pour 2 raisons. Déjà parce que la sortie du monde de taux d'intérêt extrêmement bas, voire même négatif comme on l'avait en zone euro, ça va permettre, ce retour à des taux un peu plus conventionnels permet notamment le retour de tout un tas de nouvelles perspectives en termes d'allocation active. Et la deuxième conclusion, c'est que le grand principe d'allocation active, qui est la diversification, qui fonctionnait assez peu au cours des 2 dernières années, puisque l'ensemble des actifs évoluaient un peu tous dans le même sens, il retrouve justement à nouveau du sens cette année, avec notamment les marchés obligataires qui retrouvent tout leur rôle dans la gestion d'un portefeuille diversifié. Merci Benoît pour ces explications. Tu parlais d'allocation dans un cadre stratégique. Peut-être qu'Elena, tu peux nous éclairer pour nous expliquer quelle est la différence entre une allocation stratégique et une allocation tactique. Oui. Donc, une allocation tactique est plutôt utilisée par les gérants d'un portefeuille pour faire des mouvements assez fréquents dans un portefeuille selon le comportement des marchés. Aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est plutôt l'allocation stratégique, donc qui est un plan d'investissement plutôt à long terme. Ce qu'on va faire, on va regarder donc toutes les classes d'actifs et on va allouer des pondérations différentes entre elles pour établir ce plan. Donc, ce plan va dépendre sur votre profil de risque. Donc, votre profil de risque, ça peut être prudent, équilibre ou dynamique. Ce qu'on a affiché aujourd'hui, c'est le profil équilibre. Et donc, ce profil-là, ça dépend de votre espérance de rendement, votre tolérance au risque et aussi votre horizon d'investissement. Donc, toutes ces classes d'actifs vont jouer entre elles pour jouer un rôle de diversifier votre portefeuille et d'optimiser le couple risque-rendement. Donc, si on regarde aujourd'hui les allocations, on est plutôt sous-pondéré en monétaire puisqu'on attend très rapidement une baisse des taux d'intérêt.
Donc ça, c'est en faveur des taux où on reste surpondéré et on maintient donc une prudence sur la classe d'actifs des actions. Et en actifs privés, on est plutôt favorable au private equity et aux dettes privées, où on voit des opportunités, et un peu sous-pondéré sur l'immobilier, quoique on pense qu'il reste quelques thématiques intéressantes qu'on pourrait jouer dans l'immobilier. Merci Elena pour ce décryptage sur l'ensemble des classes d'actifs. Actions, obligations, la hiérarchie habituelle rendement-risque va-t-elle être challengée par ce nouvel environnement? Retrouvez-nous dans quelques instants. Benoît, rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi ton positionnement sur le marché des actions ? Alors la principale problématique pour les marchés actions, c'est qu'ils offrent finalement assez peu de potentiel sur le court terme, notamment après la hausse des tout derniers mois. Quand on regarde ce qui est aujourd'hui valorisé par les actions, en prenant en compte l'environnement de taux d'intérêt, on s'aperçoit que les marchés actions anticipent le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie parfaitement exécuté. C'est-à-dire un freinage somme toute modeste de la croissance, voire même l'absence de freinage pour certains marchés. Alors ce scénario n'est pas impossible, mais comme on l'a évoqué, c'est un scénario qui est très rare historiquement et qui est extrêmement difficile à obtenir. Et quoi qu'il en soit, le résultat de tout ça, c'est que selon notre analyse, le compromis entre risque et opportunité sur les marchés actions, il est finalement assez peu attractif. Et on considère qu'en termes d'allocation active, il y a plus d'opportunités sur d'autres segments de marché. Alors, on va rester relativement prudent dans notre recherche d'exposition aux actions. On va le faire à travers l'établissement de scénarios prédéfinis, et notamment l'utilisation, par exemple, de produits structurés. Ou alors, on va faire de la prise de risque en relatif sur les marchés actions, en jouant notamment certains thèmes d'investissement, comme les valeurs de croissance notamment, qui permettent de faire une différence significative, ou des thèmes d'investissement structurels de long terme, comme la cybersécurité par exemple, et de façon générale les valeurs de technologie, ou encore la transition énergétique. Compte tenu de cette situation et de ce scénario prudent, Elena, à ton avis, comment on peut prendre un peu d'exposition tout de même sur le marché des actions ? Oui, il est possible de prendre une position sur le marché des actions avec une protection, un certain niveau de protection qui peut être ou protégé ou garanti à travers des produits structurés. Donc un produit structuré nous permet de prendre une position qui est déjà prédéterminée à l'avance à travers sa structuration pour prendre plus de risques ou moins de risques, de protéger le capital ou même de le garantir. On peut monter ces produits avec des scénarios prédéterminés à l'avance où on choisit le sous-jacent, donc ça peut être une action, des actions ou un indice. Ensuite, on peut choisir donc le timing de distribution de ce gain, le niveau de protection, donc le niveau de barrière, la durée de placement, ça peut être plus court ou plus long. Et donc, tout cela nous aide à vraiment calibrer le niveau de risque qu'on va prendre. Plus le risque qu'on prend dans un produit structuré, donc plutôt un produit structuré qui est protégé versus garanti, plus on a une espérance de rendement qui est plus fort. Donc un produit structuré qui est complètement garanti, ça peut garantir à l'investisseur de récupérer son capital à la fin du produit, ou on peut avoir un produit qui est plutôt protégé et en termes du capital et en termes des coupons. Et là, on peut rechercher des rendements un peu plus importants. De toute façon, si on rentre dans le marché des actions avec un produit structuré, on aura plus de protection que si on rentre directement dans le marché des actions. Merci Elena. Donc on voit qu'on a quand même des marges de manœuvre, même si il y a ces perspectives de freinage, mais j'imagine que sur le marché obligataire, il y a peut-être un peu plus de possibilités.
Oui, c'est le cas. Comme on l'a évoqué, hein, la sortie de cet environnement de taux extrêmement faible et le retour à un environnement de taux plus conventionnel, ça redonne tout son sens à la gestion obligataire pour deux raisons principales. Déjà parce qu'on retrouve des rendements qui sont de nouveau beaucoup plus intéressants, qui viennent même maintenant concurrencer les rendements qu'on a sur d'autres classes d'actifs, et ce pour un profil de risque relativement modéré. Et l'autre raison principale, c'est que le contexte actuel, qui combine des perspectives de freinage de la croissance et des banques centrales qui s'apprêtent justement à ajuster leur politique monétaire et donc à baisser les taux, tout simplement, on s'aperçoit qu'historiquement, c'est généralement un environnement qui est plutôt favorable à une bonne performance des marchés obligataires. Et donc, qu'est-ce qui se joue réellement en fait sur ce marché obligataire? C'est quoi l'intérêt pour nos téléspectateurs? L'intérêt est multiple. Déjà, le premier intérêt, c'est ce qu'on appelle le portage, c'est-à-dire le principe de détenir une obligation jusqu'à sa maturité. Le grand intérêt, c'est que ça va permettre dans un portefeuille de se prémunir de l'érosion progressive des taux consécutifs à l'ajustement des politiques monétaires. Et donc, ça va nous permettre de figer un rendement sur des niveaux actuels qui sont relativement attractifs. L'autre segment que nous allons privilégier, c'est notamment les obligations d'entreprise de très bonne qualité, qu'on appelle investment grade, et tout particulièrement en zone euro. Tout simplement parce que, pour la même raison, il y a déjà un intérêt en termes de rendement qui est très attractif, mais également, il nous semble y avoir une opportunité en termes de valorisation. Quand on regarde les niveaux de primes de risque sur ces obligations, c'est-à-dire le rendement qui est fourni en supplément du taux sans risque, on s'aperçoit que cette prime de risque, elle est déjà alignée avec une situation de freinage assez substantiel de l'économie. On est grosso modo avec les niveaux de prime de risque qu'on rencontre en récession habituellement. C'est-à-dire que, effectivement, on intègre déjà un scénario de freinage assez significatif, ce qui constitue une opportunité en termes de valorisation. Et puis, le dernier segment qu'il faudra envisager, c'est la gestion obligataire souveraine. On s'aperçoit effectivement que des banques centrales qui ajustent leur politique monétaire, c'est généralement parce que la croissance freine, ce qui est en général un contexte plutôt bon pour la gestion obligataire souveraine. Historiquement, lorsque les banques centrales ont réalisé leur dernière hausse de taux, donc s'apprêtent justement à ajuster leur politique monétaire, on s'aperçoit que notamment la signature à 10 ans des États se détend de l'ordre de 80 à 100 points de base, ce qui est une très bonne performance pour des marchés obligataires. C'est super intéressant. Et du coup, peut-être que, Elena, je vois que Benoît a parlé du portage obligataire. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un portage obligataire et un investissement, on va dire, un peu plus classique en obligations, comme on peut avoir l'habitude? Oui. Donc, un investissement classique ou un fonds obligataire classique investit sur des dettes des entreprises ou des dettes des États, mais il n'a pas d'échéance fixe. C'est-à-dire que les obligations dans le portefeuille ont plusieurs dates de maturité et ainsi, cet investissement, il va fluctuer en ligne avec les mouvements des taux et des marchés et on ne peut pas savoir à l'avance quel serait le rendement. Au contraire, donc, un fonds de portage a une échéance fixe. Donc, il est composé de plusieurs différentes dettes. Ça peut être des dettes aussi des entreprises ou des États, mais qui ont tous une date fixe d'échéance. Donc, ce fonds, si on rentre au début du fonds, et on le détient jusqu'à maturité, on peut verrouiller le rendement qu'on aura. Donc, on saura à l'avance, plus ou moins, le rendement qu'on aura. Évidemment, ça dépend s'il y a des défauts dans les portefeuilles, mais c'est pour ça que ces fonds de portage sont composés de plusieurs différentes dettes qui permet d'avoir une diversification et donc une exposition qui est moindre à tous ces défauts. Donc, au courant de la vie de ce fonds de portage, le fonds, il va collecter tous les intérêts et puis à la fin, il y aura donc une date de fin où le fonds sera dissous et l'investisseur va récupérer le rendement qu'il a verrouillé au début. On trouve ça particulièrement intéressant aujourd'hui, surtout puisque si par exemple, on peut
faire un arbitrage du monétaire vers un fonds de portage. Si on restait dans le monétaire, on va voir une dégradation de notre rendement vu que les taux sont prévus de baisser. Aujourd'hui, les rendements sont assez attractifs et on trouve que c'est un bon moment vraiment de rentrer dans cet outil de portage pour verrouiller et même connaître à l'avance quel va être notre rendement. On a vu comment tirer parti du scénario action-obligation. Il y a aussi les actifs privés. Que peuvent-ils apporter au sein d'une allocation ? À tout de suite. Elena, quand on parle d'actifs privés, on parle de quoi exactement ? C'est vrai, jusqu'à aujourd'hui, l'investisseur privé, il avait plutôt accès au marché public, les marchés des actions et les marchés obligataires. Depuis peu de temps, on assiste à la démocratisation des actifs privés qui sont maintenant disponibles pour les investisseurs privés individuels pour accéder à ces marchés d'actifs privés. Sous les marchés privés, on retrouve quelques catégories. Donc, on a le private equity. Ça nous permet de prendre une exposition vraiment sur l'économie réelle et sur les entreprises. Et on bénéficie d'une prime d'illiquidité, c'est-à-dire qu'on va investir sur ces marchés sur plusieurs années. Ça peut être entre 8, 10 et 12 années, le temps vraiment d'investir dans ces entreprises et de faire des modifications, des transitions des entreprises sous-jacentes pour gagner une valorisation assez importante à la fin. On peut avoir de l'infrastructure, c'est donc l'investissement dans les services et utilities nécessaires pour faire, par exemple, une transition écologique, pour investir sur une très longue durée sur une infrastructure qui va nous permettre à atteindre les budgets, les goals de l'ESG. On peut avoir de la dette privée, donc c'est des financements qui ne sont pas traditionnels, qui nous permettent de financer des entreprises dans différents stades de croissance, ou de l'immobilier. Vraiment, c'est quasiment un actif direct dans un bien immobilier. Donc, c'est très diversifié. Et du coup, Benoît, comment dans un portefeuille de ce type, en fait, quel est le rôle joué par ce type de véhicule ? Le principal intérêt des actifs privés dans un portefeuille, c'est leur apport en termes de décorrélation. C'est très important puisque ce qui a été très douloureux pour les investisseurs au cours notamment des 2 dernières années, c'est qu'avec la remontée des taux, l'ensemble des classes d'actifs se sont mises à évoluer un peu toutes dans le même sens et pas forcément dans le bon sens. Or, on a pu voir justement durant cette période que les actifs privés ont réellement apporté cette décorrélation, ou en tout cas ont contribué à limiter cet effet négatif dans un portefeuille diversifié. L'autre élément très intéressant est lié à la valorisation pour les actifs privés. Cette migration vers un monde de taux d'intérêt plus élevés laisse redouter pour beaucoup de monde un ajustement justement des valorisations sur le domaine des actifs privés. Alors c'est vrai que les actifs privés, c'est pas parce qu'ils sont non cotés qu'ils sont insensibles à l'évolution des taux d'intérêt. Et donc on peut redouter un ajustement qui a pu être brutal et douloureux comme sur les actifs cotés. Il convient de relativiser quand même cet impact, puisque quand on regarde sur le long terme, les fluctuations de taux d'intérêt ont un impact bien moins important que pour les actifs cotés sur les niveaux de valorisation et donc dans la détermination du rendement qui est fourni à l'investisseur. Du coup, Elena, comment ces actifs privés peuvent jouer ce rôle de diversification au sein du portefeuille par rapport à ce que vient de nous présenter Benoît ? Oui. Ce qu'on retrouve par les marchés publics, il y a beaucoup de volatilité. Donc, quand on rentre dans un marché public, on subit vraiment le pricing qui est fait à tout instant dans un indice boursier. Donc, beaucoup plus de volatilité et moins de diversification. Par contre, les actifs privés, donc, où on a beaucoup de différents types d'actifs privés, comme qu'on avait parlé, on a moins de volatilité. Puisque les valorisations se font semestriellement ou annuellement, donc puisqu'on a un but de les détenir
pour le très long terme. Et on investit dans des petites sociétés où on juge ils sont à fort potentiel. Donc, ils sont vraiment sélectionnés par des spécialistes. Donc, quand on rentre aussi dans un marché public, on rentre à un instant T et donc on prend un risque marché direct en ce moment-là. Quand on fait un commitment à un fonds de private equity ou dans les marchés privés, les investissements se font au fur et à mesure que le gérant du fonds y trouve des opportunités intéressantes. Donc, on a moins de risques de marché à un certain moment puisque les actifs sont investis au fil du temps. Je pensais aussi intéressant de faire un focus sur la dette privée qu'on voit ici à gauche sur le graphique. On trouve la dette privée particulièrement intéressante cette année puisque on a vu qu'il y a une tension dans les banques donc, qui prêtent moins, surtout aux petites et moyennes entreprises. Donc, il y a moins de disponibilité de financement classique. Donc, ils ont recours à de la dette privée qui offre des bénéfices aux investisseurs. Donc, il y a le bénéfice du fait que le gérant de fonds, il est très proche des gérants, des managers dans ces sociétés. Donc, il y a une supervision très proche. Il y a le fait aussi que structurellement, le niveau des taux d'intérêt sont beaucoup plus attractifs. Ce qu'on a observé sur le dernier semestre en 2023, c'est que les taux d'intérêt disponibles dans ces financements de dette privée tournent autour des 11 à 12%. Donc, beaucoup plus intéressant que le marché obligataire en lui-même. Et aussi, donc, moins de risques puisque ces dettes privées sont suivies par les managers qui les sélectionnent avec une proximité des managers des sociétés. Donc, on retrouve aujourd'hui nos investisseurs qui tournaient beaucoup sur le private equity. Donc, ça, c'est un type d'investissement plus risqué, c'est dans l'equity. Là, on offre des rendements plus intéressants que dans les années passées, vu le niveau des taux, dans de la dette privée, donc un niveau de rendement intéressant, mais avec une prise de risque un peu moindre. Merci Elena pour cet éclairage. Benoît, et l'immobilier dans tout ça ? Alors c'est vrai que l'immobilier est en difficulté depuis maintenant plusieurs trimestres, essentiellement en raison du resserrement significatif des conditions d'octroi de crédit par les banques et des conditions de financement sur les marchés qui sont plus compliquées. Et justement, c'est principalement ça qui a contribué à faire baisser notamment les volumes de transactions et empêche justement l'ajustement naturel des prix et des valorisations. Alors même si on n'a pas un scénario d'accélération de la croissance pour 2024, on est assez convaincu que ce qui compte surtout, c'est l'environnement de taux d'intérêt. Et d'ailleurs, on le voit historiquement, les marchés de l'immobilier sont plus sensibles au contexte de taux d'intérêt qu'au rythme de la croissance. Et donc, la perspective de voir les taux d'intérêt progressivement se détendre en 2024, même si c'est au prix d'une croissance qui freine, devrait pour nous probablement constituer une corde de rappel justement à cette classe d'actifs. Alors qu'est-ce qu'on fait sur le marché de l'immobilier ? On va plutôt privilégier les segments plutôt défensifs, on va rester relativement prudent, donc on évite tout ce qui nous semble encore assez risqué comme l'immobilier de bureau par exemple, et on va privilégier des segments qui offrent plus de visibilité comme l'hôtellerie par exemple, qui bénéficie toujours des effets post-Covid, de la santé pour son caractère défensif ou encore de la logistique pour son exposition aux tendances structurelles. Merci Benoît. Elena, je crois que tu avais aussi envie de nous expliciter sur ces segments en fait un peu privilégiés dont Benoît vient de nous parler. Quelles sont les spécificités justement de ces segments-là en particulier ? Oui. Je voulais justement faire un focus sur deux investissements qu'on trouve assez intéressants dans le segment de l'immobilier. Même si on reste sous-pondéré en immobilier, on trouve que l'hôtellerie et la logistique sont des thématiques intéressantes. D'abord, on va jouer l'hôtellerie à travers des club deals. Donc, qu'est-ce qu'un club deal ? Un club deal
Donc, ça permet, c'est un peu un mi-chemin entre prendre une position, donc investir directement dans un bien et investir dans un SCPI ou un fonds qui donc est exposé à plusieurs sous-jacents. Donc, on prend une collective d'investisseurs, un petit groupe d'investisseurs pour investir sur des objets prédéterminés à l'avance. Donc, en hôtellerie, des hôtels avec une diversification géographique. Et particulièrement, c'est intéressant puisque l'hôtellerie, comme a dit justement Benoît, c'est une thématique qu'on sait en Europe. C'est la destination numéro un pour les touristes. Et aujourd'hui, les taux d'occupation dans les hôtels sont très, très élevés, même si les hôtels ne répondent pas aux besoins des voyageurs. Donc, on retrouve des hôtels qui sont assez vieillissants et démodés. Donc, quand on investit dans un club deal hôtellerie, on investit dans des murs spécifiques et le gérant du fonds, il va faire des modifications à ces murs, donc une stratégie de value add, on rajoute de la valeur en les transformant pour répondre aux besoins des touristes et aussi avec un plan opérationnel qui les rende intéressants au niveau du rendement. Donc ça, c'est pour l'hôtellerie. On a une deuxième thématique qu'on trouve très intéressante, c'est donc la logistique. La logistique bénéficie de deux moteurs assez forts. Donc, il y a la croissance de tout ce qui est e-commerce. On sait, quand on était à la maison, pendant le Covid, par exemple, on a tous fait beaucoup plus d'achats en e-commerce. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la pénétration de e-commerce en Europe est derrière celui qu'on peut observer aux États-Unis. Et donc, il y aura un rattrapage de ce niveau de e-commerce qu'on croit va croître jusqu'à, par exemple, 2030, où on a une pénétration d'environ 30% des achats qui seront faits en e-commerce. Et l'autre facteur qui vraiment pousse le secteur de logistique, c'est le stockage. Donc, on a vu récemment, il y a eu des dislocations dans tout ce qui est logistique dû au Covid, la pandémie, le Brexit ou, par exemple, la guerre en Ukraine, où les biens n'arrivaient pas là où ils devaient aller. Ça veut dire que les entreprises doivent investir dans la logistique pour le stockage des biens, où avant, on faisait des inventaires qui s'appelaient donc just in time, qui pouvaient arriver rapidement aux consommateurs. Mais aujourd'hui, on doit augmenter les investissements dans tout le stockage pour vraiment avoir des biens qui sont plus proches du consommateur final. Donc, vraiment deux thématiques qui poussent la logistique, c'est donc l'augmentation de pénétration, l'utilisation du e-commerce et tout le stockage qu'on va devoir construire. Donc là, on a deux thématiques immobilières qu'on juge vraiment intéressants et résilients à cette baisse de l'immobilier, donc qui sont les clubs deals hôtellerie et la logistique. Merci Elena pour ces précisions. On voit qu'on a des petites pépites à aller chercher. C'est très intéressant. Benoît, pour conclure, au final, on peut dire qu'il y a quand même certaines opportunités à aller chercher. C'est vrai que 2024 s'ouvre pleine d'incertitudes, mais la bonne nouvelle, c'est que l'exercice traditionnel d'allocation d'actifs retrouve effectivement tout son intérêt dans ce contexte. Alors c'est vrai que sur les actifs risqués, le potentiel apparaît relativement limité. C'est le cas notamment des actions qu'on a évoquées. Néanmoins, on s'aperçoit qu'il existe aussi des alternatives et on a effectivement beaucoup d'opportunités, notamment du côté des marchés obligataires, qui retrouvent leur rôle traditionnel justement dans un portefeuille diversifié. Quoi qu'il en soit, ce qui nous semble important, le message important, c'est justement de ne pas se laisser paralyser par ce contexte-là. Il nous semble important de préparer son portefeuille à l'érosion progressive justement des taux d'intérêt, en profitant justement des rendements qui sont aujourd'hui offerts sur les marchés obligataires pour un profil de risque qui reste somme toute relativement modéré. On reprendra probablement un peu plus de risques dans les portefeuilles un peu plus tard dans l'année, à n'en pas douter en fonction des opportunités qui se présenteront.
Vous l'avez compris, le maître mot de l'année 2024 sera la diversification afin de profiter au maximum de toutes les allocations d'actifs. Cette émission touche à sa fin. Merci Benoît. Merci Elena d'avoir contribué à cet éclairage. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à rester en contact avec nous puisque Benoît, Elena et nos autres experts animeront prochainement des webinaires sur d'autres thématiques. En attendant, je vous invite à consulter notre blog Wealth and Beyond dans lequel Benoît anime la rubrique Perspective macroéconomique et Elena la rubrique Investir en bref. Bien entendu, si vous souhaitez saisir des opportunités, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre banquier privé. Merci de votre écoute et à très bientôt.